Bonsoir. Alors ce soir, pour cette nouvelle Université populaire d'histoire, nous sommes ravis d'accueillir Ludovic Tournès, que j'invite à me rejoindre. Donc professeur d'histoire à l'Université de Genève, principalement vos travaux sont à la croisée de l'histoire internationale, l'histoire culturelle, mais aussi l'histoire de la musique, puisque votre thèse de doctorat portait sur le jazz, et il me semble que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que vous en parlerez un petit peu ce soir, mais ce soir, vous êtes là pour nous parler de américanisation, qui est d'ailleurs le sujet de votre livre, Une histoire mondiale du XVIIIe au XXIe siècle, que vous aurez l'occasion de signer juste après cette conférence dans le hall du cinéma, pour ceux que ça intéresse. Et c'est passionnant. Et c'est ce dont vous allez nous parler ce soir. Je vous laisse prendre place. J'ajoute que ce livre a reçu le prix du livre d'histoire au rendez-vous de Blois en 2021. Et donc, un sujet... comme je le disais, passionnant. Je vous laisse la parole et on se retrouve tout à l'heure pour vos questions et commentaires. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre invitation. Donc effectivement, je vais vous parler ce soir d'un sujet qui est en phase avec le film qui est passé tout à l'heure, puisque effectivement c'est cette question de l'américanisation. Je commencerai simplement en disant que c'est un sujet qui est entre guillemets largement rebattu, parce qu'on en parle évidemment beaucoup. C'est un terme qui est très très souvent utilisé. Ma première surprise, moi, quand j'écoute les débats sur la question de l'américanisation, c'est que c'est un terme qui n'est quasiment jamais défini. En réalité, on l'utilise beaucoup, mais finalement, on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, c'est quelque chose que je voudrais essayer de creuser avec vous ce soir. Je m'y suis beaucoup intéressé justement dans ce livre où j'ai essayé de définir assez précisément, en tout cas le plus précisément possible, cette question pour justement aller un petit peu au-delà des généralités. Et notamment, moi, je suis toujours un petit peu agacé de la présence de ce terme dans le débat franco-français qu'on utilise un petit peu à tort et à travers. Et c'est vrai que le terme d'américanisation est souvent utilisé comme un épouvantail pour... donc je disais, oui, le terme est souvent utilisé comme un épouvantail finalement pour souvent éviter d'affronter des problèmes franco-français en faisant semblant de croire que ce sont des importations américaines. Et donc là, il y a vraiment une espèce de présence de ce terme très importante dans le débat franco-français. En réalité, le terme d'américanisation, ça renvoie à des choses beaucoup plus complexes que ça, et dont je voudrais essayer un petit peu de vous entretenir aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a une première chose extrêmement importante à mon sens, c'est la signification du terme. Et je vais effectivement en venir à ma première diapositive qui est peut-être un tout petit peu petite, mais je pense qu'on va régler le problème technique d'ici quelques secondes. En fait, américanisation... Pour moi, il y a deux sens. Et j'ai vraiment essayé de restituer ces deux sens, ces deux significations dans le livre. C'est-à-dire que la définition traditionnelle qu'on donne, ou d'ailleurs souvent qu'on ne donne pas, c'est l'idée de la diffusion mondiale des produits de la culture américaine, en particulier par le biais des industries culturelles états-uniennes. Alors ça, c'est une définition qui est juste, mais qui est tout à fait partielle et qui personnellement ne me satisfait pas parce qu'elle est assez réductrice. Donc, pour moi, j'ai retravaillé un petit peu les choses et j'ai, disons, insisté sur deux éléments importants dans le terme d'américanisation. Voilà, maintenant qu'on a la diapo en grand, c'est faisable. Et en fait, américanisation, ça signifie deux choses. Ça signifie d'une part, à l'intérieur même des États-Unis, ça signifie l'intégration des immigrants et leur transformation en Américains. C'est ce que j'ai mis sur la diapositive de gauche ici, où vous avez en fait une cérémonie du melting pot aux usines Ford au début des années 1920.
le melting pot étant bien entendu ce creuset américain dans lequel se fondent les immigrants qui viennent de tous les pays du monde et qui deviennent des Américains. Donc américanisation, ça signifie d'abord transformation des immigrants en États-Uniens. Ça, je crois que c'est très important. Et puis le deuxième sens du terme américanisation, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'internationalisation des produits américains qu'on a ici sur la droite à travers l'exemple ici de McDonald's, mais j'aurais aussi bien pu prendre Coca-Cola ou toute une série d'autres produits américains que vous connaissez. Et du coup, là, il y a effectivement ce processus d'internationalisation qui est très important, mais qui fonctionne exactement sur la même logique que celui qui se déroule à l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire transformer les gens confrontés aux produits et aux rêves américains en États-Uniens réels ou virtuels. Et donc, je pense que c'est très important de prendre en même temps ces deux acceptions du terme qui m'ont amené personnellement à donner une définition de l'américanisation un petit peu différente de celle qu'on voit d'habitude. Pour moi, l'américanisation, en fait, c'est la construction d'un sentiment d'appartenance à un pays, les États-Unis, qui s'est construit d'emblée comme une nation à l'échelle de l'ensemble du monde. C'est-à-dire un pays, en gros, qui a essayé d'intégrer l'ensemble du monde dans son roman national et qui y a partiellement réussi, mais je dirais seulement partiellement. Donc voilà, ça je pense que c'est un aspect très très important. L'idée effectivement que ce pays a essayé de faire participer au rêve américain l'ensemble de la planète et a essayé de faire des Américains aux États-Unis et dans le monde, alors des Américains réels ou des Américains rêvés, mais des Américains quand même. Et voilà, je pense que ces deux éléments sont tout à fait importants. Et encore une fois, les États-Unis y sont partiellement arrivés par un certain nombre de moyens que j'essaierai de vous présenter rapidement. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, tout à fait important. Le deuxième élément que je redévelopperai aussi dans la suite de cette présentation, c'est évidemment l'internationalisation des produits de l'industrie et de la culture américaine, qui est une réalité lourde et qui est un des éléments tout à fait majeurs du processus d'américanisation, parce que c'est effectivement en grande partie grâce à la diffusion internationale de ces produits par les industries américaines que les États-Unis ont construit leur rayonnement, leur attractivité et fait participer au rêve américain une partie de la planète. Et quand je dis faire participer au rêve américain, c'est faire participer à un rêve de prospérité matérielle, puisque le projet de société américain est fondamentalement fondé sur l'idée d'une prospérité matérielle. Ça, je crois que c'est vraiment très très important dans l'histoire américaine. Ça existe dès le départ, dès le début de la création des États-Unis. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans mon livre, je suis revenu au début de l'histoire américaine et non pas seulement à 1945 ou 1918, comme on le fait trop souvent. Donc, cette internationalisation, elle est un élément très très important. Le troisième élément sur lequel je voudrais insister dans cette introduction, c'est que cette internationalisation n'est pas un rouleau compresseur. Enfin, plutôt, elle en est un, mais il n'écrase pas tout sur son passage, contrairement à ce qu'on pourrait croire de temps en temps. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'américanisation, on a effectivement cette idée d'un impérialisme culturel américain qui, finalement, oui, écrase tout sur son passage. Alors, il y a un impérialisme culturel américain, il existe, en tout cas il y a une tentation impérialiste, mais le résultat, et ça je crois que c'est très important de le souligner, le résultat de cette internationalisation s'accompagne en permanence d'appropriation, de rejet, de sélection et de transformation de tous les produits américains qui se sont internationalisés. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important. On parlait du jazz tout à l'heure, et j'en donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais le jazz est une musique américaine, mais elle a été fondamentalement transformée dans tous les pays où elle s'est implantée et mélangée avec des traditions musicales locales. Et ça, dans le phénomène d'américanisation, il ne faut jamais oublier ça. Il y a ce que j'appelle une force de frappe américaine qui est absolument évidente, mais il y a aussi une réception, une recréation, une sélection
des produits américains. Et quand on voit les choses sur le long terme, en tant qu'historien, cette réception et cette recréation, elle est tout à fait évidente. Et je crois que c'est vraiment un aspect aussi tout à fait important, parce que une des idées que je développe dans le livre, c'est que bon, on peut avoir l'impression que l'américanisation est un phénomène d'homogénéisation culturelle. Je pense aussi fondamentalement qu'elle est un vecteur de diversification et que finalement le processus étudié sur 2 siècles fait à mon avis mentir la prédiction qu'avait faite Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, selon lequel alors Lévi-Strauss disait avec un brin d'ironie que le monde allait vers la monoculture comme la betterave, hein, comme on produirait de la monoculture comme on produit de la betterave en tant que monoculture. Mais je pense que sur ce point, il s'est trompé, parce que ce que montre bien l'analyse de l'internationalisation des produits de la culture américaine, c'est une diversification extraordinaire par le biais justement des réinventions, des appropriations, des recréations des produits américains qui sont, disons, adaptés par les différentes populations dans les différentes aires où ils sont diffusés. Donc ça, c'est un point, je crois, très important. Et puis le dernier point sur lequel... enfin, l'avant-dernier point sur lequel je voulais insister avant de développer un petit peu plus, c'est que les États-Unis n'ont jamais été un pays hégémonique. C'est-à-dire que certes, c'est un pays qui a connu une expansion sans précédent dans l'histoire contemporaine, ça c'est évident, une montée en puissance qui en fait le pays le plus puissant, en tout cas au cours du XXe siècle, et le plus puissant à la fois du point de vue militaire, économique et culturel, mais ils n'ont jamais été hégémoniques. Je veux dire par là hégémoniques au sens où leur domination ne s'est jamais étendue à l'ensemble du monde. C'est ça l'hégémonie. En réalité, on dit qu'ils ont été hégémoniques souvent parce qu'on adopte un point de vue très européocentré. Alors c'est vrai qu'il y a eu, pendant la guerre froide, une présence extrêmement forte des États-Unis en Europe occidentale. Mais si vous prenez les choses à l'échelle mondiale, cette hégémonie, elle est rien moins qu'évidente. Et en particulier, tout le monde communiste, évidemment, et ça on le sait, n'a pas été soumis à cette hégémonie. Donc ça, il faut quand même le signaler. D'autant plus que l'idée d'une hégémonie américaine qu'on continue à évoquer aussi aujourd'hui, elle est, j'allais dire, de moins en moins vraie avec la multipolarité du monde post-guerre froide. Et bon, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui disputent une puissance aux États-Unis, en particulier la Chine, hein, mais ça n'est pas le seul. Donc, il faut à la fois pas nier évidemment cette domination qui est très très forte, mais pas non plus l'exagérer dans la mesure où elle n'est pas hégémonique à l'échelle mondiale et elle va sans doute l'être de moins en moins. Et puis la dernière chose sur laquelle je voulais insister un petit peu avant de développer, c'est que finalement ce projet américain, parce qu'il y en a un, il y a un projet d'américanisation du monde par les élites politiques et culturelles américaines. Ce projet n'a pas été réalisé, selon moi. Le monde n'a pas été américanisé, ou en tout cas, il n'a pas été totalement, loin de là. Il a été partiellement, fortement dans certains endroits, mais beaucoup moins dans d'autres. Et une des idées auxquelles j'arrive dans la conclusion de cet ouvrage, c'est que le XXe siècle ne sera pas américain. Et il y a plusieurs raisons qui me le font dire. D'abord parce qu'effectivement, ce projet de faire participer l'ensemble du monde au rêve américain n'a pas été complètement réalisé. Que d'autre part, le rêve américain de réaliser parce que c'est ce projet-là, de réaliser un paradis sur Terre en construisant à la fois un régime démocratique parfait et une société prospère n'a pas été réalisé non plus. Il suffit de regarder les États-Unis d'aujourd'hui pour le croire, pour le voir plus exactement. Et puis enfin, la chose à mon avis la plus importante, c'est que le projet historique américain de fonder une société prospère et une démocratie parfaite, et en particulier une société prospère, il a été fondé sur un postulat qui n'est plus valable aujourd'hui. C'était le postulat qui était valable au XVIIIe siècle d'un pays extrêmement vaste, aux ressources potentiellement illimitées, dans lesquelles on pouvait piocher
de façon, comment dirais-je, oui, illimitée. Or, évidemment, ça c'était vrai au XVIIIe siècle avec 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, avec 335 et puis avec 8 milliards d'habitants dans le monde, et puis avec ce que vous savez, à savoir le dérèglement climatique, cette idée de ressources naturelles qui sont utilisables à l'infini, c'est une idée qui ne marche plus, en tout cas qui marche de moins en moins bien et qui va marcher encore de moins en moins bien. Et finalement, les États-Unis sont comme l'ensemble des pays industrialisés, mais encore plus que les autres, parce que cette idée d'utilisation illimitée des ressources, elle est encore plus au tréfonds de la culture américaine que dans la plupart des pays industrialisés. Et donc, ce postulat, encore une fois, il a fondé le projet historique des États-Unis de transformer le monde en États-Unis, mais le postulat sur lequel il a été fondé, à mon avis, maintenant, ne peut plus avoir cours. Et donc, c'est pour ça que je dis que le XXIe siècle ne sera pas américain. Bon, il n'en reste pas moins que pendant un siècle et demi, on a un pays qui a monté en puissance et qui a effectivement fait marcher une partie de la planète à son rythme. Et c'est ce que je vais essayer un petit peu de présenter ici dans cette conférence à travers le thème de l'américanisation. Alors, je vais fonctionner en quatre temps. Le premier point que j'évoquerai, ça sera sur la question du mythe de l'Ouest, parce que pour moi, c'est une question qui résume en fait le processus de l'américanisation dans son ensemble, pour des raisons que je vais expliquer dans quelques minutes. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la question de l'économie et de l'internationalisation de l'American Way of Life, qui est un point tout à fait majeur, comme je le disais tout à l'heure. Le troisième, c'est la politique du gouvernement américain et des acteurs non gouvernementaux pour internationaliser à la fois les produits américains et le mode de vie et les pratiques culturelles américaines. Et puis le quatrième point, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est la question justement des réceptions, des appropriations, des recréations et des réinventions de la culture américaine dans le monde. Alors j'en donnerai 2 ou 3 exemples, parce qu'évidemment je pourrais parler des heures et des heures sur ce sujet, mais on n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui. Alors, donc le premier point que je voulais évoquer, c'est cette question du mythe de l'Ouest. Parce qu'effectivement, le mythe de l'Ouest, c'est d'abord une réalité. C'est la conquête de l'Ouest, la conquête d'un pays qui est tout à fait immense et qui commence dès la fin qui commence déjà au XVIIe siècle, mais surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, cette conquête de l'Ouest, elle est dès les origines un élément majeur à la fois de l'histoire américaine, mais un élément majeur aussi du mythe des États-Unis. C'est un élément majeur de l'histoire américaine parce que c'est la conquête d'un territoire que les États-Unis s'approprient. Et puis, c'est la conquête d'un territoire qui contribue à forger le projet national américain, qui contribue à forger le rêve américain, et en particulier qui contribue à faire des États-Unis ce pays extraordinairement attractif, puisqu'il attire des gens du monde entier. À partir du 19e siècle, comme vous savez, on a des vagues d'immigrants qui viennent d'un petit peu partout et qui sont attirés par les nouvelles terres, enfin les terres, les richesses, l'épopée d'un pays qui se construit. Et donc ce rêve américain, il fonctionne très bien dès le début, dès la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, avec cette idée de conquête de l'Ouest. Alors je vous ai mis ici un tableau qui est en fait exposé à la Chambre des représentants aujourd'hui à Washington, tableau d'un peintre allemand émigré aux États-Unis, Emmanuel Lotze, qui effectivement décrit un petit peu cette poussée vers l'Ouest où vous avez en fait un groupe de pionniers qui vient de traverser les États-Unis et qui arrive, enfin, le territoire qui n'appartient pas encore aux États-Unis, mais qui arrive en Californie, qui est représenté sur la partie gauche. Et donc tout le tableau est vraiment
vraiment orienté vers cette partie gauche et ce soleil levant, et exprime assez bien ce tropisme et ce mouvement qui finalement fait des États-Unis un pays qui fait rêver beaucoup de gens, qui rêvent d'y aller pour découvrir ces nouvelles terres et pour éventuellement avoir une nouvelle vie et aller chercher la prospérité matérielle et le bonheur sur Terre. Parce que c'est ça, le rêve américain, c'est la promesse du paradis sur Terre. Et je le dis y compris au sens religieux, puisque c'est ça qui est vraiment très très important dans le projet national américain. C'est un projet politique, mais c'est un projet qui est porté aussi par une réflexion religieuse qui fait des États-Unis un peuple élu, qui a la charge de réaliser le paradis sur Terre. Donc ça, c'est très très important dans la construction interne, je veux dire, du projet national américain. Et puis c'est important aussi à l'extérieur, parce qu'évidemment, cette idée que je viens de développer, comme j'ai indiqué tout à l'heure, elle fait venir beaucoup de gens aux États-Unis. Elle contribue à donner l'idée que l'image d'un pays où il se passe des choses exceptionnelles. Et donc, l'histoire de l'Ouest, l'histoire de la conquête de l'Ouest devient, dès le début du XIXe siècle, un élément d'américanisation, un élément du mythe américain. Et cet élément, il est colporté par toute une série d'écrivains américains. Je rappelle que Fenimore Cooper, qui est le premier écrivain américain qui devient internationalement connu, est traduit dans beaucoup de langues européennes, en français, en allemand, en russe, dès les années 1820-1830, et qu'il écrit des best-sellers. Le Dernier des Mohicans, bien entendu, mais toute une série d'autres. Et donc Fenimore Cooper fait partie de ceux qui, très tôt, colportent ce mythe des États-Unis. Et il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mythe des États-Unis, il est aussi colporté par des écrivains européens qui viennent aux États-Unis et qui participent d'ailleurs à la conquête de l'Ouest. Vous avez toute une série d'écrivains européens, je pense par exemple en France à Gustave Aimard, qui sont des gens qui viennent voir ce qui se passe aux États-Unis et puis qui parfois restent 6 mois, 1 an, 2 ans et participent en fait à la conquête de l'Ouest, soit dans des expéditions militaires ou scientifiques, et parfois d'ailleurs prennent la nationalité américaine, restent un certain nombre d'années aux États-Unis, reviennent en Europe, et puis écrivent sur ce qui est devenu leur expérience et écrivent des romans. Et alors Gustave Aimard, qui est un des écrivains les plus prolifiques de son temps, au milieu du XIXe siècle, a écrit des dizaines de livres sur les États-Unis en partant d'une expérience très directe. Et ça, c'est très, 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 très intéressant parce qu'on a des écrivains français, allemands, anglais, irlandais qui, justement, contribuent à colporter cette expérience de l'Ouest en Europe, concurremment avec des écrivains américains qui viennent en Europe ou qui sont traduits. Donc je dirais que le mythe de l'Ouest, dès le XIXe siècle, il est déjà très fort et la littérature en est un vecteur absolument essentiel. Et qui reste essentiel jusqu'à la fin du XIXe siècle, y compris par le biais de toute une série de romans populaires qui mettent en scène l'Ouest. Mais il est pris en charge aussi par la peinture, notamment la peinture paysagiste états-unienne, mais également les illustrations des romans populaires. Et puis, il est pris en charge également, il est colporté par un autre élément tout à fait important, qui est le spectacle vivant, dont le Wild West Show est un des exemples les plus connus. Le Wild West Show, qu'est-ce que c'est ? C'est un spectacle qui est créé par Buffalo Bill Cody, qui est un acteur lui-même de la conquête de l'Ouest, et puis qui, quand la conquête de l'Ouest est terminée, il doit bien se reconvertir. Buffalo Bill, il a commencé par faire le Pony Express, et puis quand le télégraphe est arrivé, il a été mis à la retraite précocement, donc il s'est reconverti dans le spectacle en mettant en scène sa propre histoire et en créant le Wild West Show, qui est un spectacle vivant qui raconte la conquête de l'Ouest, les attaques de diligence. Il y a des Indiens, des vrais Indiens dedans, etc. Et ce Wild West Show
non seulement parcourt les États-Unis où il a beaucoup de succès, mais fait également toute une série de tournées en Europe entre la fin des années 1890 et les années 1910. Et alors dans la diapositive de droite, j'ai mis effectivement cette photo qu'on a de membres de l'équipe, des Indiens de l'équipe, qui sont photographiés dans un château de la Loire dans les années vers 1905. La date n'est pas sûre et on ne sait pas exactement quel château, mais peut-être des spécialistes parmi vous pourront l'identifier. En tout cas, elle est tout à fait caractéristique de cette internationalisation de l'histoire de l'Ouest à travers ce spectacle qu'est le Wild West Show. Mais évidemment, dès les années 1910, le principal vecteur de colportage, d'internationalisation du mythe de l'Ouest, vous le savez, c'est le cinéma, qui finalement reconstruit, mythifie cette histoire de l'Ouest et la transforme en spectacle à travers en particulier le genre du western, qui est... alors le genre du western, c'est le genre cinématographique le plus populaire aux États-Unis et dans le monde entre les années 1920 et 1960. C'est vraiment, et ce qui est intéressant avec le western, et c'est ça qui en fait aussi un vecteur d'américanisation, c'est que finalement, le western, c'est quoi? C'est un film d'aventure, bien évidemment, mais c'est aussi un manuel d'éducation civique. Parce que si vous convoquez des souvenirs de westerns que vous avez vus, dans les westerns, vous avez toujours un portrait de Lincoln qui traîne quelque part dans un saloon, vous avez toujours la Constitution américaine qui est citée à un moment donné, vous avez toujours tel ou tel événement de l'histoire américaine qui est mentionné, ne serait-ce que par allusion. Et tout ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour américaniser les immigrants, précisément, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est un Américain? C'est qu'on connaît l'histoire américaine. Or, un moyen d'américaniser les migrants, c'est évidemment de leur apprendre l'histoire américaine, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ne savent ni lire ni écrire, ou alors ils arrivent aux États-Unis, ils sont adultes, et ils ne vont pas retourner à l'école. Par contre, ils vont aller au cinéma, et le cinéma est un moyen d'éducation populaire et un moyen de diffuser une histoire américaine qui est évidemment simplifiée, transformée, mythifiée, mais qui contribue à créer ce sentiment d'appartenance à la nation américaine dont je parlais tout à l'heure comme étant pour moi le cœur de l'américanisation. Et c'est là où on voit que justement la dimension intérieure et extérieure fonctionne de la même façon. C'est que entre un immigrant qui va voir des westerns aux États-Unis et un spectateur européen qui voit des westerns, évidemment, la logique est la même. Il s'agit de faire participer cette personne au rêve américain. Alors, elle ne participe pas de la même façon, évidemment. L'une est immigrée aux États-Unis et va rester, etc. L'autre ne connaît pas les États-Unis, n'y a pas encore été, peut-être n'ira jamais, mais participera par le biais de ce film à un petit bout du rêve américain. Et donc la logique, elle est vraiment celle-ci. Et si on en croit à la popularité extraordinaire du western pendant une quarantaine d'années, il est clair que ça a été un vecteur d'internationalisation du mythe de l'Ouest et un vecteur évidemment d'américanisation. Et bon, moi, je dis effectivement dans le livre que le western a contribué de faire de l'histoire provinciale des États-Unis un mythe mondial grâce à la puissance de feu de l'industrie hollywoodienne. Donc voilà, ça c'est, je pense, un aspect très, très important, parce que quand on regarde l'histoire du mythe de l'Ouest, on y retrouve finalement, je dirais en résumé, pratiquement tous les éléments de l'histoire de l'américanisation. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer, qui est un point tout à fait important, c'est l'économie et c'est l'internationalisation de l'American Way of Life par le biais de l'économie. Alors, l'économie, ça joue un rôle tout à fait majeur, parce qu'il faut bien voir que les États-Unis, à la fin du 19e siècle, ce n'est pas une grande puissance militaire. Les États-Unis deviennent une grande puissance militaire au moment de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas avant. En 1939 encore, quand la guerre éclate, les États-Unis ont une armée qui est à peu près l'équivalent de celle de la Belgique. C'est une petite armée. Mais donc, à la fin du 19e siècle, cette armée est encore moins importante.
Et je veux dire, les États-Unis n'ont pas l'attribut de la grande puissance qui est une grande armée, comme peuvent l'avoir l'armée anglaise, l'armée allemande, l'armée française, qui sont les grandes puissances de l'époque. Donc les États-Unis, en fait, vont s'affirmer comme une grande puissance autrement, et ils vont s'affirmer par leur plus grand atout à l'époque, qui est les ressources naturelles et l'industrie, qui est en fait dès 1900. L'armée américaine n'est pas très puissante en 1900. Par contre, la production industrielle américaine en 1900, elle est déjà l'équivalent, elle est déjà supérieure à celle de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne réunies. C'est la première puissance industrielle de la planète déjà en 1900. Et donc, l'économie, l'industrie américaine va être finalement un élément majeur de cette force de frappe et de cette internationalisation, parce que elle va permettre d'exporter dans le monde entier les produits américains et finalement à contribuer à faire des États-Unis pendant une bonne partie du XXe siècle un symbole de modernité. Et dans ce processus-là, il y a un élément qui joue un rôle tout à fait majeur, qui est la révolution fordienne, la mise en place du Fordisme. Alors, qu'on voit ici dans cette diapositive, en deux mots, le Fordisme, c'est quoi? C'est une révolution dans le système de production par la production à la chaîne, la standardisation et la production à grande échelle. Et cette révolution dans la production industrielle, elle a été mise en place aux États-Unis en gros entre les années 1890 et 1920. Et puis, finalement, elle a été adoptée à des degrés divers dans une bonne partie du monde dès l'entre-deux-guerres. Et donc, elle a contribué aussi, c'est vrai que le Fordisme, si vous voulez, ça contribue à la fois à produire en masse et donc à exporter des produits en masse, et donc à faire cette internationalisation massive des produits américains. Mais le système lui-même, le mode de production, est aussi exporté et contribue à donner aux États-Unis cette image de modernité qu'ils vont garder finalement au moins jusqu'à la fin des années 70. Et donc, beaucoup de pays vont effectivement adopter, à partir de l'entre-deux-guerres, ce mode de production. Alors, j'ai mis ici dans la photo du dessus à droite, du dessus à gauche, l'usine Ford, mais dans la photo du dessous, vous avez l'usine Citroën du quai de Javel en 1933. Citroën qui était considéré dans l'entre-deux-guerres comme le Henry Ford français et qui a finalement appliqué, même dès la Première Guerre mondiale, à travers la production d'obus, les méthodes fordiennes et qui les a appliquées dans les années 1920 à la production d'automobiles. Et alors, l'application des méthodes américaines, elle a fait à la fois la fortune de Citroën et elle a fait sa chute aussi, parce que Citroën, grâce à l'adoption intégrale des méthodes américaines, est devenu très vite le 2e ou 3e constructeur mondial, et en tout cas le premier constructeur européen d'automobiles dans les années 20. Mais il a vu trop gros et finalement, c'est ce qui a fait sa chute, parce que à partir du début des années 30, il a fait faillite parce que produire avec ces méthodes extrêmement modernes, ça coûtait extrêmement cher et que le marché européen n'était pas suffisamment important pour absorber toutes ces productions. Et donc, finalement, Citroën a fait faillite et ensuite a été racheté. Mais ça ne signifie pas que, comment dirais-je, les méthodes fordiennes vont cesser d'être adoptées, puisque à partir des années 30 et 40 et 50, l'ensemble des producteurs européens d'automobiles vont les adopter. Ça, c'est évidemment, cette diffusion des méthodes fordiennes, c'est un élément tout à fait important. Et puis, sur ce chapitre du Fordisme, je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que la diffusion internationale des méthodes fordiennes est assez caractéristique, me semble-t-il, de la complexité du processus d'américanisation et du fait que justement il ne faut pas le réduire à une pure et simple exportation brute de méthodes américaines. Parce que quand on regarde certains cas, on voit bien à quel point tout ça est adapté aux projets locaux. Et en particulier dans le livre, j'ai développé le cas des régimes totalitaires, qui est extrêmement intéressant. Quand on regarde l'histoire du Fordisme dans la Russie soviétique et dans l'Allemagne nazie, c'est extrêmement intéressant. Parce que dans l'Allemagne nazie, le Fordisme a été
très très développé, en particulier quand l'Allemagne a commencé à produire pour la guerre à partir de 1936. Donc l'Allemagne a été le pays d'Europe où le Fordisme a été le plus développé, mais l'Allemagne a complètement, je dirais, modifié le projet fordien, puisque le projet fordien, c'était au départ produire en masse dans un but de prospérité matérielle et d'une société de consommation. Le projet nazi, c'est de produire en masse, non pas pour la société de consommation, c'est de produire en masse pour la guerre. Et donc c'est évidemment une réinterprétation tout à fait différente du projet fordien. Et la prospérité matérielle n'intéresse pas le régime nazi dans les années 30. Ce qui l'intéresse, c'est la supériorité matérielle dans le but de gagner la guerre, mais ce n'est pas la prospérité de sa population qui l'intéresse. Donc ce mode de production, il est finalement développé dans beaucoup de pays du monde, mais il est aussi énormément adapté et transformé. Et la deuxième chose que je voulais évoquer à propos de ce système fordien, et c'est cette troisième diapositive en bas à droite que j'ai indiqué, c'est que finalement, c'est aussi ce système qui va, disons, être à l'origine de la montée en puissance formidable des États-Unis du point de vue militaire, parce que les méthodes fordiennes de production à la chaîne, elles vont être adaptées à la production d'armement dès lors que les États-Unis entrent en guerre en 1941. Et là, vous avez ici effectivement cette photo de l'usine de Willow Run, l'usine Ford, qui dans les années 30 produisait des voitures, mais dès que les États-Unis entrent en guerre, elle produit des avions. Et on estime qu'à peu près une cinquantaine d'avions sortent par jour des chaînes Ford à ce rythme-là. Et donc la production standardisée, rationalisée, elle est aussi à l'origine du statut qu'ont acquis les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est celui d'arsenal des démocraties. Et donc, en 1945, finalement, quand la guerre est gagnée, c'est aussi l'ensemble du système de production et l'ensemble du projet de société américain qui est légitimé par cette victoire, y compris le système industriel. D'où le prestige qu'il a dans l'Europe, en particulier des années 40 et 50. Donc voilà, et quand on regarde ce qui se passe justement dans les années 50, 60 en Europe du point de vue du Fordisme, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un Fordisme qui continue à être adopté, et on voit un Fordisme qui est adapté aussi à des pratiques locales. Et ça, c'est très important, parce que si vous comparez ce qu'est l'économie américaine de 1945 ou de 1950 et puis ce qu'est l'économie française, par exemple, à la même date, vous avez d'une part les États-Unis qui sont à l'apogée de leur prospérité économique, qui sont sortis enrichis de la Deuxième Guerre mondiale, et puis vous avez les pays européens, la France ici comme exemple, qui sont détruits et qui sont en une situation de pénurie. Et donc c'est très intéressant de voir les constructeurs européens utiliser les méthodes fordiennes, mais les adapter au marché européen pour produire finalement dans un contexte de pénurie et non pas dans un contexte d'abondance. Et finalement, les voitures françaises qui sont produites à ce moment-là en portent la marque, la 4 chevaux, la 2 chevaux, tout ça c'est des voitures qui sont produites en adaptant énormément les méthodes fordiennes au contexte français. Et puis si on va un petit peu plus loin dans l'espace, on a également le même phénomène au Japon. Et ça c'est très intéressant aussi parce que quand on regarde le développement du Fordisme au Japon, on s'aperçoit que les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont importé aussi les méthodes fordiennes pour produire en masse. Et puis, à partir des années 70, ils sont devenus à leur tour un modèle pour les constructeurs américains le Fordisme, à ce moment-là, entrait en crise et finalement a cessé d'être un modèle
pour les industries du reste du monde dans les années 70. Et qu'est-ce qui est devenu un modèle? C'est le toyotisme, qui est lui-même une adaptation du fordisme et qui, du coup, a été utilisé aussi et adapté par les constructeurs américains. Et en particulier, qu'est-ce qui caractérise le modèle Toyota? C'est la production au plus juste, et en particulier l'absence de stock. On a tous l'image, quand on voit les productions de voitures américaines dans les années 50, de ces immenses parkings où vous avez ces voitures produites qui attendent de trouver un acheteur. Avec le système Toyotis, vous n'avez pas de stock, pas de parking, on ne produit que ce qui est commandé. Et ça, évidemment, c'est une leçon que les Américains vont apprendre dans les années 70, quand la crise pétrolière va faire rentrer l'industrie automobile américaine en crise. Et donc, ils vont aller finalement s'inspirer des méthodes japonaises qui elles-mêmes ont été des adaptations du modèle fordien. Donc, quand on parle d'américanisation, il ne faut pas avoir en tête juste une diffusion internationale de méthodes américaines, mais il faut avoir en tête ce qu'en ont fait les industries locales et qui éventuellement les ont réexportées aux États-Unis. Et l'histoire du toyotisme, de ce point de vue-là, est tout à fait, je trouve, exemplaire. Parce que finalement, encore une fois, c'est l'industrie japonaise qui est devenue, à partir des années 70 et 80, un symbole de modernité et un modèle, y compris pour les États-Unis eux-mêmes. Donc, cette histoire du Fordisme, elle est à mon avis extrêmement importante. Et maintenant, si j'en viens aux produits même qui sont fabriqués, alors j'ai parlé des automobiles, mais il n'y a évidemment pas que les automobiles, la production de masse, c'est dès le début du XXe siècle, un moyen d'affirmation de la puissance américaine et un moyen d'exportation des produits de l'American Way of Life, parce que tous ces produits sont fabriqués selon les mêmes méthodes que celles de Ford, mais appliquées à d'autres domaines. C'est évidemment l'industrie agroalimentaire, c'est le Coca-Cola, c'est les produits d'hygiène, ce sont les réfrigérateurs, ce sont les rasoirs Gillette. Enfin, tous ces produits du quotidien sont fabriqués avec des méthodes de production à la chaîne et, dès les années 1920, s'internationalisent et conquièrent des marchés mondiaux très très vite. Je parlais de Gillette il y a une seconde, mais dès le milieu des années 20, Gillette possède plus de 60% du marché européen des rasoirs, parce que Gillette a inventé le rasoir jetable, comme vous savez. Et donc, ces produits américains, finalement, conquièrent très très vite un certain nombre de marchés, d'autant plus qu'ils ont le grand atout d'être déjà amortis sur le marché américain, puisque le marché américain, dans les années 1910-1920, c'est déjà le premier marché intérieur du monde. Donc, les produits sont déjà amortis, du coup à l'exportation ils coûtent moins cher que d'autres et donc conquièrent des marchés, je dirais, assez facilement. Et donc toute la liste des produits qu'on connaît, il y a évidemment les produits que j'ai indiqués, les réfrigérateurs, les produits du quotidien, les rasoirs. Il y a évidemment le Coca-Cola que j'ai indiqué ici sur cette diapositive, qui s'internationalise là aussi dès le début des années 1920. Et de ce point de vue-là, le Coca-Cola est tout à fait emblématique. Comme beaucoup de produits américains, les deux guerres mondiales jouent un rôle absolument déterminant dans son internationalisation. Parce qu'effectivement, les premières usines d'embouteillage de Coca-Cola à l'étranger, en Europe en particulier, sont fabriquées, enfin, sont mises en place dès l'après-Première Guerre mondiale. Et surtout, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui joue un rôle tout à fait déterminant dans l'internationalisation de Coca-Cola, puisque Coca-Cola va bénéficier d'un contrat avec l'armée américaine qui en fait le fournisseur officiel de l'armée américaine. Le Coca-Cola ayant cette vertu d'être très sucré, donc d'être très énergisante pour les soldats. Et donc à ce titre-là, l'armée américaine est suivie dans tous ces théâtres d'opération d'usines d'embouteillage de Coca-Cola qui se mettent en place partout où les États-Unis débarquent. Et quand on regarde la carte du débarquement des troupes américaines et la carte de la fabrication, de la mise en place d'usines d'embouteillage de Coca-Cola, c'est la même. Et ça se joue à quelques jours près, puisque vraiment les usines de Coca-Cola suivent
le mouvement des troupes américaines, pour la bonne et simple raison qu'il est beaucoup plus simple, évidemment, de produire du Coca-Cola sur place que d'importer, évidemment, des bouteilles depuis les États-Unis. La seule chose qui est importée, c'est le sirop, mais sur place, les bouteilles et l'eau gazeuse, elle est produite sur place. Donc, on a finalement cette internationalisation extrêmement rapide avec les deux guerres mondiales. Et pour le coup, alors je disais que les États-Unis n'étaient pas hégémoniques à l'échelle complètement mondiale. Peut-être on pourrait faire une exception pour le Coca-Cola, parce qu'effectivement, c'est pratiquement l'entreprise qui est la plus connue, si ce n'est la plus connue dans le monde. Et pour le coup, sa diffusion est véritablement mondiale à partir des deux guerres mondiales, et encore plus à partir des années 1960 et 1970. Et alors, ce que je viens de dire, on peut effectivement l'appliquer aussi avec une autre chronologie au McDonald's, qui s'est internationalisé un petit peu plus tardivement, mais qui est aujourd'hui effectivement aussi extrêmement internationalisé. Et puis, si on va encore plus près de nous, finalement, on a la révolution numérique qu'on peut considérer par certains côtés comme un aboutissement de l'américanisation, parce que, et on l'a bien vu avec la pandémie de Covid, finalement, la présence extrêmement forte des industries américaines du numérique, qui était déjà évidemment très forte depuis les années 2000, s'est encore accentuée depuis la pandémie de Covid. Et donc, cette internationalisation extrêmement forte des produits américains de la révolution numérique, elle amène à se poser la question d'un aboutissement de l'américanisation. Alors, moi, je pense que les choses sont plus compliquées que ça. D'un côté, il y a effectivement une présence extrêmement massive de ces industries, évidemment, ça c'est très très clair. Ce qui, je trouve, a changé par rapport aux années 50, c'est que la présence internationale des industries américaines, elle était très forte dans les années 50, mais elle s'accompagnait d'une image de modernité qui était celle des États-Unis, et d'un prestige qui était encore grand après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce prestige a beaucoup diminué. En fait, il a continuellement diminué depuis la guerre du Vietnam, les années 60 et les années 70. Et puis, d'autre part, les États-Unis aujourd'hui ne sont plus un symbole de modernité comme ils l'étaient il y a encore une cinquantaine d'années. C'est ça qui me fait dire que les choses sont un petit peu plus complexes, c'est-à-dire qu'il y a une présence matérielle extrêmement forte de ces produits américains, mais symboliquement parlant, l'Amérique n'est plus autant dans les têtes qu'elle l'était dans les années 50. En tout cas, c'est vrai que dans certains secteurs de la production culturelle et des produits matériels, on a une présence très très forte des États-Unis, mais elle n'est pas forcément hégémonique. Et l'exemple du cinéma me paraît un tout à fait bon exemple pour illustrer ça, parce que le cinéma, qu'est-ce que c'est? Le cinéma américain, c'est à la fois évidemment c'est un élément majeur de l'américanisation, à la fois comme produit d'exportation en tant que tel, les films qu'on exporte, mais aussi comme vitrine de l'American Way of Life. J'ai mis ici dans la diapositive une capture d'écran d'un film de Billy Wilder que vous connaissez sans doute, Double Indemnity, qui a été traduit par Assurance sur la mort, sorti en 1944, qui est un des premiers films noirs et un des meilleurs d'ailleurs. Où vous avez ici une des scènes du film qui se déroule dans un drugstore, où vous avez tous les produits de la société de consommation américaine. Bon, évidemment, aujourd'hui, ça ne nous impressionne pas trop de voir ça, mais quand on regarde évidemment ce que les publics européens ont pu voir de cette image en 1944, 45, 46, à l'époque où les magasins d'alimentation en Europe étaient dramatiquement vides, ça renvoyait l'image d'une société d'abondance, et qui, évidemment, le cinéma américain, de ce point de vue-là, mettait en scène l'opulence de la société américaine et a contribué
à faire de ce rêve américain un rêve largement international. Et puis à droite, le film de Nicolas Ray, Rebel Without a Cause, avec James Dean. Ce qui est intéressant dans cette affiche, c'est évidemment James Dean, mais c'est le pantalon qu'il porte, qui est le jean. Et 1955, c'est aussi l'année de l'ouverture de la première filiale de Lévi-Strauss en Europe, qui marque le début de l'internationalisation du blue jean, qui est au départ un vêtement tout à fait utilitaire, mais qui va devenir assez rapidement, et en grande partie grâce au cinéma et à l'effet d'entraînement de vedettes comme James Dean, qui va devenir un élément, un accessoire de mode. Donc, le cinéma américain s'est considérablement internationalisé. Il a été un des vecteurs aussi une des vitrines de l'American Way of Life. Mais est-ce qu'il est hégémonique ? Alors ça, c'est une question qui est compliquée aujourd'hui parce que finalement, c'est vrai que c'est un cinéma qui est dominant mondialement. Mais finalement, quand on regarde les chiffres de façon un petit peu plus précise, on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées parce que il est extrêmement dominant, voire hégémonique dans certains pays d'Europe. Mais finalement, dès qu'on quitte l'Europe, la situation est beaucoup plus contrastée. Et si on prend les choses à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que le premier cinéma du monde, c'est pas le cinéma hollywoodien, c'est le cinéma indien, qui en fait, en termes de nombre de spectateurs, fait beaucoup plus que le cinéma hollywoodien. Alors certes, ça rapporte beaucoup moins, mais en termes de nombre de films, déjà en termes de nombre de films produits et en termes de nombre de spectateurs, c'est beaucoup plus important que le cinéma hollywoodien. Donc ça, c'était et d'ailleurs l'Inde, qui est le principal marché du monde en fait pour le cinéma, c'est un marché où le cinéma américain pénètre très peu. Jusqu'au début des années 90, les films américains faisaient 2 ou 3% du marché indien et aujourd'hui c'est 10 ou 15%. Donc quand on parle d'hégémonie du cinéma américain, en fait, on le fait souvent en adoptant un point de vue très franco-centré ou très européocentré. Mais si on regarde les choses à l'échelle du monde, c'est évidemment plus compliqué que ça. D'autant plus que le cas de l'Inde que je viens d'évoquer n'est pas le seul exemple. L'autre exemple intéressant qu'on voit ici sur cette diapositive, c'est le cas du cinéma chinois, qui en fait aujourd'hui est devenu le premier cinéma du monde en termes de nombre de spectateurs, en grande partie évidemment à cause du marché chinois, mais aussi parce que ce cinéma s'exporte énormément en Asie du Sud-Est et en Afrique. Et ça, on le voit peu vu d'Europe, mais il est évidemment extrêmement présent. Et c'est un cinéma qui a aujourd'hui une infrastructure extrêmement importante et extrêmement moderne. Alors je vous ai mis ici le complexe Oriental Movie Metropolis qui a été ouvert à Qingdao en 2018. Et vous voyez en fond, sur la colline, là, la réplication du Hollywood, sauf que c'est en chinois, évidemment. Mais alors, ça peut prêter à sourire, évidemment, mais ça veut dire beaucoup du projet actuel du cinéma chinois, qui est le projet aussi du gouvernement chinois, puisque Xi Jinping, son projet, c'est explicitement d'opposer le rêve chinois au rêve américain et de concurrencer, entre autres, le cinéma hollywoodien sur son propre terrain, en particulier à travers la production de blockbusters et de grands films d'action dans lesquels le cinéma chinois, maintenant, sait très très bien faire. Et il sait très bien faire parce qu'il a été à l'école du cinéma américain. Et donc, on a aujourd'hui un cinéma chinois qui a la possibilité matérielle et technique de concurrencer le cinéma américain sur son propre terrain dans toute une série de marchés mondiaux, peut-être pas en Europe, ou en tout cas pas encore, mais en tout cas en Asie et en Afrique, certainement. Donc voilà, quand on parle du cinéma américain comme étant hégémonique, il faut évidemment, je pense, disons, relativiser les choses, ou en tout cas élargir la focale pour voir les choses au niveau mondial. En tout cas, ça n'empêche pas qu'évidemment, encore une fois, l'économie et les industries américaines, si on prend les choses sur le long terme, ont évidemment fait énormément pour l'américanisation et l'attractivité internationale de l'American Way of Life. Alors, j'en viens à mon troisième point, qui est la politique du gouvernement et des acteurs non gouvernementaux pour internationaliser ces produits de la culture américaine. En fait,
comment dirais-je, dans cette exportation internationale, évidemment, les entreprises américaines jouent un rôle déterminant, mais le gouvernement américain a joué très tôt aussi un rôle important à travers en particulier sa diplomatie économique et diplomatie culturelle. Son objectif étant de diffuser à l'étranger les produits de la culture américaine, à la fois pour engranger des devises, évidemment, mais aussi pour internationaliser le rêve américain et réaliser cette idée de faire participer le monde au rêve américain et, in fine, finalement, de transformer le monde en États-Unis. Ça, c'était un rêve qui avait été fait pratiquement explicitement au XIXe siècle par une série d'hommes politiques américains qui envisageaient qui envisageaient le jour où le monde serait les États-Unis. Donc, il y a un vrai projet derrière. Et donc, le gouvernement américain y participe. Alors, il y participe d'un point de vue tout à fait direct à travers une diplomatie économique, en particulier, et là je passerai très rapidement dessus, mais à travers le soutien permanent du gouvernement américain à l'exportation de ses produits industriels. Dès la fin du XIXe siècle, le gouvernement américain n'a pas cessé de soutenir l'exportation de ses produits industriels, à la fois à travers toute une série de tarifs douaniers, mais également aussi en faisant pression énormément sur les gouvernements des différents pays pour qu'ils ouvrent leur marché aux produits américains. Là, il y a une longue histoire qui va depuis les années 1900 jusqu'à aujourd'hui dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, mais c'est vraiment important d'avoir ça présent à l'esprit. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle, à savoir que le gouvernement américain a très tôt appuyé l'exportation, l'internationalisation des produits de l'économie américaine. Et ça, il le fait dès la Première Guerre mondiale. Ça s'accélère encore avec la Deuxième Guerre mondiale. Et en particulier, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a toute une série de manifestations, notamment en Amérique latine, avec un certain nombre de départements ministériels américains qui vont finalement aider à l'internationalisation des produits américains en organisant, par exemple, ce qu'on appelle les ambassadeurs de bonne volonté, c'est-à-dire en organisant des voyages où toute une série de vedettes d'Hollywood, par exemple Walt Disney, par exemple Rita Hayworth, vont faire des tournées dans les pays latino-américains pour renforcer l'amitié entre ces pays et les États-Unis, mais aussi, évidemment, in fine, pour conquérir des marchés pour le cinéma américain, bien entendu. Et puis, tant qu'on est sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a évidemment un vecteur très très important de cette diplomatie culturelle, parce que c'en est une, qui est l'armée, tout simplement. L'armée fait partie des vecteurs de la diplomatie culturelle, parce que à travers ces différents débarquements un petit peu partout en Europe et en Asie, l'armée a amené avec elle toute une série de produits de la culture américaine. Il y a évidemment le Coca-Cola, il y a évidemment le jazz aussi, puisque quand les soldats américains débarquaient, vous aviez des stations de radio qui s'installaient sur place et donc qui contribuaient évidemment à diffuser la musique américaine. Vous avez évidemment les chewing-gums, etc. Quand on regarde le pactage d'un soldat américain en 1944-45, vous avez tous les produits de la culture matérielle américaine, depuis les images de pin-up aux bouteilles de Coca-Cola, en passant par le chocolat et différents aliments qui sont à l'époque très rares en Europe et au Japon, mais dont finalement l'armée américaine va contribuer à la diffusion et en cela aussi à ouvrir des marchés. Donc cette armée américaine, elle est un élément non négligeable. Et après, si on regarde ce qui se passe dans les années 50 et 60, les bases américaines qui sont installées un petit peu partout dans le monde. Alors je vous ai mis ici sur la diapositive une photo de la base de Châteauroux, dont il a été question, si je me souviens bien, dans le film Le Nouveau Monde. Je l'ai vu quand il est sorti, mais je crois bien que c'est de celle-ci qu'il s'agit. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'au début des années 60, vous avez plus de 2300 bases américaines dans le monde entier. Et donc, toutes ces bases sont quelque part des têtes de pont pour la diffusion des produits américains.
même si évidemment elles fonctionnent un petit peu en circuit fermé, ces bases, mais quand même, hein, ce sont des vitrines de l'American Way of Life, parce que dans une base américaine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez évidemment des soldats et des équipements militaires, mais vous avez aussi des cinémas, vous avez des supermarchés, vous avez tous les éléments de l'American Way of Life, qui en théorie sont réservés aux soldats, mais on sait très bien que ces bases ont une implantation économique locale, il y a un va-et-vient, il y a des populations locales qui y travaillent, et donc elles constituent aussi des éléments de diffusion de ces différents produits dans les endroits où elles sont installées. Et ça vaut évidemment aussi pour le cinéma, pour le jazz. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai fait ma thèse sur l'histoire du jazz, j'ai interviewé un certain nombre de musiciens qui m'ont dit qu'ils ont commencé leur carrière dans les bases américaines en faisant des concerts avec des musiciens américains dans ces bases, et qu'ensuite ils ont élargi, mais ça a été un moyen pour eux de rencontrer des musiciens, mais ça a été aussi un moyen de faire venir du public qui n'était pas seulement celui des bases américaines. Donc voilà, l'armée, c'est un élément non négligeable de cette diplomatie culturelle. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont mis en place par le gouvernement américain pour assurer la diffusion internationale du rêve américain. C'est toute une série d'organismes, en particulier du département d'État, la United States Information Agency dans les années 50, qui coordonne la diplomatie culturelle américaine et qui crée un petit peu partout dans le monde des centres culturels américains. J'en ai mis ici sur la photo de gauche, hein, sur cette diapositive. Qu'est-ce que c'est qu'un centre culturel américain? Il y en a environ 150 dans le monde au début des années 60. C'est une petite maison ou un appartement dans lequel vous avez une bibliothèque, une salle de conférence où on passe des films, où on fait venir des écrivains américains, où on fait des cours d'histoire sur les États-Unis. Enfin bref, c'est une petite tête de pont là aussi d'internationalisation de la culture américaine. Et ces centres sont très fréquentés pendant la guerre froide. Donc ils sont un vecteur non négligeable de diffusion du rêve américain. Mais vous avez aussi toute une série d'autres structures qui existent. Vous avez évidemment la radio Voice of America, la voix de l'Amérique, hein, qui contribue là aussi à internationaliser en particulier le jazz. Et puis l'avantage de la radio, évidemment, c'est qu'elle permet d'émettre de l'autre côté du rideau de fer, hein, bien entendu. Et donc, alors même si l'Union soviétique essaye de brouiller les émissions de radio, il y en a quand même beaucoup qui passent. Et la radio a été pendant la guerre froide, une des armes importantes de la diplomatie culturelle américaine. Il y a évidemment d'autres structures. Par exemple, j'ai mis aussi sur cette diapositive le concert, les tournées organisées pour les musiciens de jazz, des tournées organisées par le département d'État dans toute une série de pays de front de la guerre froide, hein, en particulier en Asie. Alors la première tournée, dont j'ai mis une photo ici, c'est une tournée de Dizzy Gillespie en 1956 en Asie et en particulier au Pakistan. Et donc, toutes ces tournées de musiciens de jazz sont des éléments à la fois pour diffuser le jazz, bien entendu, mais sont aussi des éléments qui servent à la propagande culturelle états-unienne, et en particulier pour répondre aux accusations liées à la ségrégation, hein, puisque on sait très bien que l'Union soviétique en particulier dénonce régulièrement le fait que les États-Unis se présentent comme le pays de la liberté, mais ont un système ségrégationniste à l'intérieur de leur territoire. Et donc, le département répond en disant, voilà, on organise des tournées avec des musiciens noirs. Donc, certes, il y a la ségrégation, mais on fait des efforts, etc. Donc, ces tournées de musiciens de jazz, qui vont durer jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, sont un élément de cette diplomatie culturelle, et elles ont contribué à faire connaître le jazz dans beaucoup de pays. Voilà, il y a énormément encore d'autres structures. Je ne vais peut-être pas m'étendre trop, mais peut-être juste une dernière quand même pour la route, si je puis dire, parce qu'elle est évidemment importante, c'est le plan Marshall, hein. Je vous ai mis ici une diapositive où vous voyez un tracteur fourni en France par le plan Marshall avec un gros plan sur la droite sur comment dirais-je, une vignette, hein, qui indique la provenance du
du tracteur qui est fourni avec les crédits du plan Marshall, et de façon à montrer que effectivement l'aide américaine contribue à la modernisation de l'Europe. Et alors là, évidemment, c'est l'aspect strictement économique du plan Marshall, mais comme vous le savez, le plan Marshall, il y a aussi tout un aspect de propagande, avec la réalisation de plusieurs dizaines, voire même de centaines de films documentaires qui font la promotion à la fois du plan Marshall, mais plus généralement du mode de production américain pendant les années 40 et 50. Et à ce titre, le plan Marshall fait partie de la diplomatie culturelle américaine. Voilà, donc on a, et je pourrais évoquer aussi les expositions d'art abstrait qui sont organisées dans les années 50 et 60, je pourrais évoquer aussi les traductions d'ouvrages, la publication de journaux. La diplomatie culturelle américaine est une machinerie assez importante, et pendant la guerre froide, elle va jouer un rôle très très important dans cette internationalisation des produits américains de toutes sortes, et contribuer justement à faire de ce rêve américain un rêve en partie international. Alors ceci dit, le gouvernement évidemment américain donc, joue un rôle très très important, mais il y a aussi d'autres acteurs non gouvernementaux qui jouent un rôle, et ça je crois que c'est un élément tout à fait important dans le processus d'américanisation. J'ai essayé d'insister beaucoup dessus. Qu'est-ce qui fait finalement que ces produits américains, ce rêve américain s'est internationalisé de façon aussi massive ? Bon, c'est dû évidemment à la puissance politique, c'est dû évidemment à la puissance économique, mais c'est dû aussi à la pluralité d'acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Vous avez évidemment le gouvernement, vous avez les entreprises, mais vous avez aussi énormément d'acteurs privés, comme on dit dans le jargon universitaire, d'organisations non gouvernementales. Et en particulier, il y en a un qui est tout à fait important, c'est les missionnaires. Les missions religieuses ont joué un rôle tout à fait important au XIXe siècle dans l'exportation de l'American Way of Life. Et en particulier, dans le mouvement missionnaire, il y a une organisation qui est particulièrement intéressante, qui sont les YMCA. Les YMCA sont une organisation missionnaire au départ, dont l'objectif était d'évangéliser le monde en une génération. Bon, alors ça n'a pas marché. Par contre, ce qui a marché, c'est l'internationalisation du basketball, parce que les YMCA ont contribué et elles ont créé le basket, et elles ont largement contribué à l'internationaliser en l'implantant dans toute une série de pays, en particulier en Asie. Alors j'ai mis ici l'exemple des Philippines sur cette diapositive. Alors, les Philippines qui ont été une colonie américaine, comme vous savez, mais les YMCA ont implanté le basketball dans énormément de pays, et il se trouve qu'aux Philippines, entre autres, mais pas seulement, ça a très bien marché, à tel point qu'aujourd'hui le basket est le sport national aux Philippines, alors que c'est un sport d'origine américaine introduit par le colonisateur. Et donc ça, c'est aussi très intéressant quand on regarde ce processus d'américanisation. Vous avez effectivement une forme sportive qui est introduite par la puissance colonisatrice, qui n'a pas particulièrement bonne réputation aux Philippines. Il n'empêche que les Philippins se sont réappropriés ce sport et en ont fait finalement un élément de fierté nationale, alors que c'est une importation américaine. C'est très intéressant de voir ce processus. Et alors là, d'ailleurs, la photo que j'ai indiquée est assez intéressante à la fois pour l'implantation, illustrer l'implantation du basket hors des États-Unis, ici aux Philippines, mais j'aurais pu prendre le cas de la France ou de tas d'autres pays, parce que c'est devenu un sport très important mondialement. Mais on voit bien aussi que là, le basket est aussi utilisé à des fins de propagande pour célébrer l'amitié américano-philippine à travers ces matchs qui opposent les soldats de l'armée américaine et de l'armée philippine dans le cadre de manœuvres militaires communes. Et donc, comme j'ai indiqué sur la diapositive, cette photo est extraite du site de l'armée américaine, du site internet de l'armée américaine. Donc on voit bien l'utilisation de tout ça à des fins de propagande culturelle. Donc, en tout cas, ces acteurs non gouvernementaux, j'en ai donné un exemple, mais on pourrait en donner beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas le temps de m'étendre plus sur ce sujet, mais en tout cas, leur nombre est un des éléments de cette force de frappe
de l'American Way of Life et de cette diffusion internationale de l'American Way of Life. Voilà, alors, le dernier point que je voulais évoquer, il me semble que j'ai encore une dizaine de minutes devant moi, hein, c'est ça à peu près, si je ne m'abuse. C'est la réception, l'appropriation, la réinvention, les réinventions de la culture américaine dans le monde. Alors, c'est une question qui est, à mon avis, majeure, qui est pas facile à traiter rapidement. Je crois que ce qui est très important, c'est en tout cas d'éviter les visions un peu caricaturales en termes d'hégémonie, de mondialisation, uniformisation, etc. C'est pas le point de vue que je défends. Non pas que, évidemment, je nie encore une fois l'extraordinaire force de frappe de ces industries culturelles américaines, qui est extrêmement forte, mais l'américanisation n'aboutit pas à une homogénéisation, parce que finalement, on voit qu'il y a une incroyable capacité des configurations culturelles locales et des acteurs locaux à réinventer les formes américaines qu'ils importent. D'ailleurs, ça vaut pour les États-Unis, mais ça vaut pour n'importe quelle importation culturelle, bien sûr. En tout cas, personnellement, je crois que la monoculture crainte par Lévi-Strauss n'est pas pour demain, loin de là. Et c'est vrai que tous ces produits américains, certes, se sont diffusés de façon extrêmement massive, mais encore une fois, ont fait l'objet de sélection, de rejet, d'appropriation et de réinvention très très importantes, un petit peu partout. Alors, dans le livre, j'ai pris essentiellement 3 exemples, celui du cinéma, celui du jazz et celui de la bande dessinée. Je me limiterai aux 2 premiers et à vraiment des exemples très précis parce que le temps est limité, mais qui me semblent quand même assez représentatifs. Pour le cinéma, bon, évidemment, on a cette force de frappe énorme du cinéma hollywoodien qui est très très importante. Et en fait, j'ai pris l'exemple du cinéma d'Akira Kurosawa pour montrer qu'il y a effectivement cette réinvention très très importante. Alors, Kurosawa, évidemment, nul besoin de le présenter, c'est un des monstres sacrés du cinéma mondial, bien entendu, de la deuxième partie du XXe siècle. Il a commencé sa carrière dans le Japon occupé par les États-Unis, puisque les États-Unis occupent le Japon entre 1945 et 1952. Kurosawa est extrêmement influencé par le cinéma américain, en particulier par le western, en particulier par John Ford. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le cinéma de Kurosawa, on voit quelqu'un qui à la fois a retenu, si je puis dire, toutes les leçons du cinéma des grands cinéastes américains et qui en même temps recrée un univers complètement original qui lui-même influence le cinéma américain en retour. Pour dire les choses très rapidement, en particulier les films de samouraï d'Akira Kurosawa sont extrêmement intéressantes parce qu'on voit comment les leçons cinématographiques du western sont complètement appliquées dans ces films de samouraï, sauf que ces films de samouraï sont tout sauf une copie du western. D'abord, c'est des films qui se passent à pied, alors que le western se passe à cheval. C'est des samouraïs avec des sabres et non pas des cow-boys avec des pistolets, bien sûr. Mais au-delà de ça, le western, qu'est-ce que c'est que le western ? C'est un genre qui célèbre le cow-boy comme étant l'archétype de l'américain et qui célèbre l'American Way of Life, un pays conquérant qui conquiert un territoire et qui conquiert éventuellement la terre entière. Et donc c'est un cinéma qui met en scène le rêve américain comme symbole d'un futur pour l'humanité. Alors que le film de samouraï de Kurosawa, qu'est-ce qu'il met en scène avec toutes les techniques du western ? Il met en scène au contraire la mort du Japon traditionnel. Les samouraïs sont des personnages qui n'existent plus au XXe siècle. Et à travers leur mise en scène, Kurosawa, après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte où le Japon a été complètement écrasé, met en scène finalement l'échec et la fin d'un projet de société japonais qui n'a plus cours. Donc vous avez d'un côté ce western qui incarne le rêve américain, et puis les films de samouraï qui incarnent la fin ou qui montrent le déclin et la disparition d'une certaine société japonaise.
et pourtant, Kurosawa le fait en utilisant les méthodes cinématographiques, en tout cas en utilisant beaucoup des méthodes cinématographiques du western. Donc finalement, il arrive à recréer complètement et à complètement réinventer le genre du western, en plus en le transposant dans le Japon médiéval. Et là où ça devient très intéressant aussi, c'est que Kurosawa ne se contente pas de faire ça, mais Kurosawa devient aussi un modèle pour les cinéastes américains, puisque vous savez sans doute que Les 7 samouraïs a servi de modèle au remake américain des 7 mercenaires en 1960, que les 7 mercenaires, il y en a eu toute une série et continue à y en avoir aujourd'hui, que, il faut le savoir, c'est le film américain le plus visionné à la télévision américaine avec Le Magicien d'Oz. Il repasse chaque année des dizaines de fois sur toutes les chaînes américaines. Et puis par ailleurs, Kurosawa, c'est devenu aussi un modèle pour la génération des cinéastes américains des années 60 et 70. En particulier, George Lucas, le réalisateur de Star Wars, dont Kurosawa est le modèle absolu. Et pour celles et ceux qui ont vu Star Wars, hein, le modèle esthétique du samouraï sert de fil conducteur à la saga Star Wars. Hein. Le sabre laser, qu'est-ce que c'est si ce n'est un sabre de samouraï, mais un peu plus moderne évidemment. Et donc on voit bien comment l'univers des samouraïs a servi de modèle à un cinéma hollywoodien, typiquement hollywoodien, qui lui-même aussi s'internationalise. Donc le cas d'Akira Kurosawa, il y en a d'autres exemples, montre bien comment ce cinéma américain, certes, est un cinéma qui prend une place très très importante dans beaucoup de pays où il se diffuse, mais où il est finalement digéré, réinventé par des cinéastes qui finalement arrivent à en faire quelque chose d'extrêmement personnel. Et c'est ça qui me fait dire que américanisation, de ce point de vue-là, ne rime pas avec homogénéisation. Et puis le deuxième cas, et j'irai beaucoup plus vite sur ce point, c'est celui du jazz. Là, j'irai beaucoup plus vite parce que je me méfie un peu de ma tendance à la logorée. Et donc, quand je commence à parler de jazz, en général, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter. Donc, je vais vraiment faire court. Mais le cas du jazz montre à la fois aussi cette internationalisation d'une musique qui est une musique américaine au départ, mais cette internationalisation, elle s'est accompagnée de mélanges considérables dans pratiquement tous les pays où le jazz a été implanté. Alors, j'ai mis ici dans la diapositive deux photos de musiciens français extrêmement connus. Le premier, c'est le Quintet de Yacht Club de France avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, qui a été comment dirais-je, le premier grand groupe français de jazz, mais qui effectivement utilise le jazz tout en l'intégrant avec une instrumentation qui n'est pas du tout celle des orchestres de jazz habituels aux États-Unis, et puis qui intègre toute une tradition musicale, en particulier de la musique manouche, qui est totalement étrangère aux États-Unis. Donc la musique du Quintet du Yacht Club de France, c'est du jazz, mais c'est du jazz qui est matiné, enfin plus que matiné, qui est mélangé avec non seulement de la musique manouche, mais également de la musique italienne, hein, et toute une série d'autres traditions musicales. Et donc, c'est une réinvention complète du jazz. Et puis, quand on regarde toute une série de musiciens français qui ont fait carrière depuis les années 30, 40, 50, 60, bon, il y a évidemment Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Il y a dans les années 50 Martial Solal. Dans les années 60 et 70, vous avez Michel Portal, que j'ai indiqué ici, qui a 85 ans aujourd'hui, mais qui est un des plus grands musiciens de jazz français et mondiaux tout court. Et Michel Portal, c'est pareil, fait du jazz, mais en mélangeant le jazz avec toute une série d'autres formes musicales, la musique classique, la musique contemporaine, les musiques traditionnelles. Hein, c'est un très grand connaisseur de musique traditionnelle. Et donc, le jazz que fait Michel Portal n'est pas du tout une copie du jazz américain, c'est une recréation du jazz américain. Ça, c'est très, très clair. Et on pourrait évidemment, je dirais, multiplier les exemples de ce point de vue-là. J'ajouterais juste une dernière chose pour terminer, c'est effectivement les disques de la compagnie allemande ECM qui, finalement, depuis une quarantaine d'années,
ont multiplié les mélanges entre le jazz, la musique classique, la musique contemporaine, les musiques traditionnelles, etc. Ici, j'ai mis la couverture d'un disque fait avec Jan Garbarek, qui est un saxophoniste de jazz norvégien, et puis des musiciens pakistanais, en particulier Ustad Fateh Ali Khan, qui est un musicien très connu au Pakistan, qui est un mélange entre ces musiques traditionnelles et puis le jazz et le folklore norvégien également. Donc on a en fait aujourd'hui dans le paysage du jazz une diversité absolument invraisemblable qui n'est pas du tout une pure et simple copie du jazz américain. Et donc c'est ce qui me fait personnellement être optimiste quant aux résultats de l'américanisation, même si les résultats à court terme peuvent apparaître parfois comme une submersion culturelle. Alors, pour conclure peut-être très rapidement, effectivement, je conclus dans le livre sur l'idée que le XXIe siècle ne sera pas américain. D'abord parce que je dresse un bilan finalement assez contrasté de l'américanisation, avec une place majeure évidemment des États-Unis dans l'économie et dans la culture matérielle contemporaine. Et ça, c'est clair que les États-Unis ont largement contribué à façonner le paysage culturel contemporain. D'un autre côté, dans le domaine politique dont je n'ai pas parlé ici parce que c'est vraiment un sujet à part entière, mais il faut évidemment le prendre, disons, comme toile de fond. Dans le domaine politique, l'échec est patent, c'est-à-dire qu'une des choses, quelque part, que les États-Unis ont le plus cherché à exporter, ce n'est pas tellement le Coca-Cola, c'est la démocratie, en tout cas la conception américaine de la démocratie. Et là, l'échec est patent dans la mesure où, finalement, une bonne partie des interventions américaines dans le monde au cours du XXe siècle, au cours de la deuxième partie du XXe siècle en particulier, non seulement ne se sont pas traduites par des démocratisations, et même parfois le contraire, mais elles ont contribué aussi, et ça c'est important, je pense, pour notre sujet, à dégrader considérablement l'image des États-Unis et à finalement développer des mouvements d'anti-américanisme structurel un petit peu partout dans le monde qui font qu'aujourd'hui, l'image des États-Unis est négative dans de très grandes parties du monde, ce qui n'était pas du tout le cas en 1918 et en 1945. Donc ça, je pense que c'est une pièce à verser au dossier d'un bilan contrasté. Et puis, dernière chose, c'est que, encore une fois, la production culturelle américaine joue un rôle très important dans le monde, mais pour des raisons que j'ai déjà expliquées, les États-Unis ne sont pas hégémoniques. En tout cas, et je terminerai là-dessus, au début du XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a plusieurs éléments importants qui me paraissent témoigner d'une fin de cycle. Non pas que les États-Unis soient en déclin, j'emploie pas du tout ce terme-là, mais l'idée que le projet de transformer le monde en États-Unis n'a pas été réalisé et ne le sera pas. C'est que d'une part, le messianisme américain qui s'est développé en particulier, disons, entre 1918 et la fin de la guerre froide, est en déclin aujourd'hui. Très clairement, les États-Unis ont essayé, pendant une bonne partie du XXe siècle, de faire en sorte que le destin des États-Unis et celui du monde soient le même. Pour moi, depuis la fin de la guerre froide, ils ont renoncé à cette ambition. Et ce n'est pas la présidence de Donald Trump, ni celle de Joe Biden d'ailleurs, qui me fera changer d'avis. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les États-Unis ont incarné la modernité pendant un bon demi-siècle, là aussi entre les années, disons, 1920 et 1970, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Troisièmement, les dysfonctionnements considérables du système politique américain ont aussi miné la prétention à élaborer un régime parfait, parce que c'était ça l'objectif des constituants américains au XVIIIe siècle, et un régime parfait qui pourrait être un modèle pour le monde. Or, aujourd'hui, ça n'est évidemment pas le cas du tout. Et puis enfin, dernière chose, et j'évoquais ce point en introduction, et je terminerai dessus parce que ça me paraît tout à fait important, c'est que le mode de vie états-unien
est aujourd'hui tout à fait incompatible avec la limitation des ressources de la planète, qui devient une réalité de plus en plus lourde, à laquelle finalement tous les pays doivent s'adapter, mais auquel finalement les États-Unis vont sans doute avoir plus de mal que d'autres à s'adapter. Et là, il y a littéralement un changement de culture américaine qui doit sans doute se faire et qui sera sans doute très compliqué à opérer. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Alors, il nous reste 5 petites minutes, donc si certains d'entre vous... Oui. Bonsoir. Vous avez dit que le XXIe siècle ne serait pas américain. À votre avis, que sera-t-il ? Alors, malheureusement, les historiens ne lisent pas dans le marc de café. Donc, je dis que le XXIe siècle ne sera pas américain parce que je me fonde sur une étude de ce rôle international depuis le XVIIIe siècle. Pour le futur, je serai évidemment beaucoup plus prudent. Je ne sais pas s'il sera chinois, j'espère que non, à vrai dire, mais ça c'est une parenthèse. Mais ce qui est sûr, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui de plus en plus concurrencés par toute une série d'autres grandes puissances économiques, politiques et culturelles. La Chine en fait partie, l'Inde en fait partie. Donc il y a, en tout cas, je vois quelque chose de beaucoup plus multipolaire que ça a pu être le cas dans les 50 dernières années du XXe siècle. Une autre question, un commentaire ? Oui, j'arrive. Oui, dans son discours de fin de mandat, Eisenhower, qui a inventé le terme de complexe militaro-industriel, est terminé en disant j'espère qu'un jour le complexe militaro-industriel ne va pas commander la géopolitique américaine. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est à ce moment-là que le changement s'est opéré ? C'est-à-dire qu'avant, il y avait un idéal américain, et ensuite, c'est devenu un intérêt américain. Et que dans cette dérive de l'idéal à l'intérêt, le complexe militaro-industriel américain n'a pas joué un rôle qui aujourd'hui condamne les États-Unis. Alors, c'est une excellente question. Moi, je crois que l'idéal et l'intérêt ont marché de pair dès le début de l'histoire américaine. Ça, c'est, je pense, très, très important. Simplement, l'idéal aujourd'hui, il a changé. Et quand je dis qu'effectivement, les États-Unis ont cessé d'indexer le destin du monde sur le leur propre, pour moi, c'est quelque chose qui date de la fin de la guerre froide, parce qu'aujourd'hui, clairement, ils sont partis sur une autre route. Ça ne veut pas dire qu'ils cessent d'être une grande puissance, et ça ne veut pas dire que le complexe militaro-industriel cesse d'opérer. Je pense que dans les années 60, alors la fin du mandat d'Eisenhower, de ce point de vue-là, ne signe pas, à mon avis, une charnière, parce que le complexe militaro-industriel ne cesse pas de se renforcer tout au long de la guerre froide et jusqu'à la fin, et même jusqu'après la fin de la guerre froide. Donc, je pense que c'est pas, y a pas un idéal qui aurait été perverti. Dès le départ, quand on regarde l'histoire américaine, l'idéal et l'intérêt ont toujours été de pair. Simplement, ils ont été, pour les États-Unis, de plus en plus difficiles à concilier au fur et à mesure qu'ils sont devenus une grande puissance, puisque effectivement, au fur et à mesure de cette montée en puissance, l'intérêt l'a emporté sur l'idéal. Hein, mais l'idéal est toujours là. Alors après, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement compliqué de dissocier les deux. Et je pense que si on les dissocie, il y a quelque chose de l'internationalisation des États-Unis qu'on ne capte pas. Oui. Merci, monsieur, pour votre conférence. Au vu de l'actualité, est-ce qu'on peut dire que la puissance numérique prend du recul depuis quelque temps aux États-Unis? Vous voulez dire qu'elle les sociétés diminue? américaines, oui, elles diminuent.
sa force, son impact? Alors, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Alors, c'est vrai que oui, là, ces dernières semaines, on a vu les suppressions d'emplois dans chez toute une série de géants du numérique. Bon, j'allais dire ça, c'est un soubresaut lié à l'actualité. Si on prend les choses sur le long terme, quand même, la réalité lourde, c'est que les entreprises américaines du numérique ont acquis dès le début de la révolution numérique et ont toujours un leadership dans ce domaine, ça c'est très très clair, que d'autre part il a été largement renforcé par la crise du Covid, et donc elles ont toujours des positions extrêmement importantes, et aujourd'hui qui est-ce qui peut les menacer? C'est pas les industries européennes qui sont pas du tout à cette échelle-là. La seule chose qui peut les menacer, c'est les industries chinoises du numérique qui sont largement aussi puissantes, voire même plus, simplement on le voit moins vu d'Europe. Mais si on prend par exemple le cas de Google, qui évidemment fait en théorie 90% des requêtes à l'échelle du monde, ça n'inclut pas la Chine. Si vous prenez le moteur de recherche Baidu, alors on n'a pas les statistiques, mais il y a fort à parier qu'il est à lui seul pratiquement autant de recherches, voire même plus que Google. Donc voilà. En tout cas, la Chine paraît être aujourd'hui le seul concurrent à cette échelle-là, disons, susceptible de remettre en cause ce leadership jusqu'à ce que d'autres pays, alors jusqu'à ce que l'Europe se décide peut-être un jour à financer des géants du numérique à l'échelle européenne. Mais ça, c'est pas demain la veille, à mon avis. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ludovic Tournès. Merci.